Et là, immédiatement, en fin de compte, je me dis, tu vois blanc, t'as plus de douleur, t'es mort. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est tombé. J'ai conscience que je suis plus là et je perds tout un tas de choses, mais je me focalise quand même sur les pieds de tomate. C'est fou, ouais. C'est un souvenir qui était très compliqué pour moi à ramener, parce que je te laisse imaginer un instant que tu sois obligé en public de dire, je suis passé à travers un mur, j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, et je suis revenu, et ci et ça. Bonjour, je reçois Frédéric Medina pour un sujet fascinant, l'expérience de mort imminente. Bonjour Frédéric. Bonjour Florent. Alors Frédéric, tu as eu une expérience de mort imminente il y a quelques années, tu l'as d'ailleurs retranscrit dans ce livre. Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler déjà de ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es retrouvé à vivre cette expérience? Oui. Alors, bah, c'était en 2009, déjà, un petit peu avant le week-end de Pâques. J'étais grippé, mais un peu plus que là aujourd'hui. Et des douleurs thoraciques, en fait, très violentes. Et je vais chez le médecin qui me diagnostique, en fait, une grippe intestinale, en me donnant des efferalgans, enfin des paracétamol, en fait, en me disant, bah, si vous n'allez pas mieux d'ici 3 4 jours, vous reviendrez me voir, on verra à ce moment-là ce qu'on va faire. Donc, week-end de Pâques, c'est intéressant parce que du coup, tout est férié et tout ça. Et Hmm. moi, je suis Ah pas oui. un personnage qui aime déranger le monde, donc du coup, quand il faut pas. Et donc, je passe 5-6 jours comme ça, en fait, et ça s'est empiré, vraiment. Pour dire, je prenais 1 gramme de paracétamol toutes les heures à peu près. Quand je suis arrivé à l'hôpital 5-6 jours derrière cette histoire-là, le médecin de garde m'a dit, mais rien que ça, en fait, aurait pu vous tuer, en fait. Ah oui. La surdose, en fait, voilà. Mais Qu'est-ce que tu avais comme symptôme à ce moment-là? alors donc, bah, c'est une ceinture en fait au niveau de la poitrine. Et ce que j'avais exactement, en fin de compte, après diagnostic un peu plus sérieux, j'ai fait donc une pneumopathie, une péricardite. Quand je suis arrivé à l'hôpital par mes propres moyens d'ailleurs, j'avais plus que 5% de capacité pulmonaire. En fait, j'avais les poumons remplis d'un liquide. Et le péricarde en fait était inflammé et infecté en fait d'un liquide qui comprimait le cœur et qui m'empêchait, enfin, les poumons de respirer et le cœur me donnait des vertiges, des choses comme ça. Voilà. J'ai eu aussi presque plus de 40 de fièvre pendant ces jours-là. Donc dans un état Hmm. un petit peu bizarre. Et quoi dire d'autre? Donc là, tu débarques finalement à l'hôpital après ces 5 jours. Oui. Et comment t'es pris en charge? Alors immédiatement, en fait, on fait une radio des poumons, on s'aperçoit que j'ai les poumons pleins. D'un liquide, donc là, un petit peu inquiétant. Et on fait une échographie du cœur, et là, c'est assez perturbant. L'interne me dit, tiens, regardez, donc on voit une grosse masse noire à l'écran. Et il me dit, bah, la masse noire, en fait, c'est votre cœur, mais il y a un liquide autour, c'est pour ça que c'est noir. Et là-dedans, il y a une petite épingle blanche, en fait, qui clignote de temps en temps. Et il me dit, ça, c'est votre cœur. Euh, et j'ai cette réflexion un peu stupide là, mais c'est comme ça que je l'ai eu, donc je la ramène comme ça. Je dis, bah, aussi petit que ça, mon cœur. Donc en fait, il m'explique que voilà, c'est en train de tout comprimer et il faut rapidement libérer le cœur de ce liquide parce que sinon je vais au-devant de gros problèmes. Donc il m'explique là-dessus que de ne pas m'inquiéter, en fin de compte. Euh, on est derrière le week-end de Pâques, apparemment sur Dijon, là où je suis hospitalisé. Il y a un chirurgien cardiaque en fait d'exception, donc voilà, on me rassure de ce côté-là. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça faisait 5-6 jours que j'étais en station assise. En fait, je ne pouvais pas m'allonger parce que, en fin de compte, le liquide que j'avais dans les poumons bah, me bloquait la respiration si je m'allongeais et donc voilà, je m'étouffais. Donc je restais assis comme ça. Et donc ça, je suis hospitalisé. Sur le coup des 22 heures, en fait, on me prépare pour aller m'opérer rapidement pour enlever forcément ces liquides qui gênaient. Et et là, toujours en station assis, je me rappelle, on me transfère en fait sur la table d'opération. Et, je luttais comme ça pour rester assis. Je me rappelle de l'anesthésiste à ma gauche qui m'appuie un peu sur l'épaule pour me faire descendre comme ça. Et je luttais en fait pour pouvoir rester comme ça. En fin de compte, il me dit, mais vous inquiétez pas, enfin tout va bien se passer. Et j'ai senti que tout le monde avait peur, enfin pensait que j'avais peur de me faire opérer ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment pas ça. C'était vraiment le fait de m'allonger. Je pouvais pas, je me serais étouffé. Et
là, au bout d'un moment, comme je voyais que tout le monde commençait un petit peu à s'exciter un peu autour de moi, en fait, je finis par me dire, bon, bah, t'es à l'hôpital et tout ça, donc allonge-toi et ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais avant ça même, je m'en rappellerai, ça m'a marqué. Mais oui, mais si je m'allonge, je meurs. Et là, en fin de compte, tout le monde a un temps d'arrêt un peu en me regardant, en souriant. Bon, bah, je finis par m'allonger et effectivement, je me rappelle pas avoir posé la tête sur la table d'opération. Puisque je suis descendu comme ça, j'avais moins en moins de capacité à respirer, malgré que j'étais sous oxygène. Et là, je me suis senti de nouveau réassis sur la table d'opération, mais éjecté comme un zébulon, en fin de compte. Et j'avais cette sensation d'être assis sur la table d'opération, ça, il n'y a pas de problème. Et je me suis senti libéré, enfin, j'ai fait comme si j'avais fait voilà, la respiration qui revenait, alors que ça faisait 7 8 jours que je respirais quasiment plus. Les douleurs thoraciques complètement disparues. Et immédiatement, je me dis, waouh, j'osais même plus bouger en fait. Je me dis, reste comme ça, en fait, t'es bien. C'est un peu comme une rage de dents qui va s'arrêter tout de suite. Voilà, on a tendance à vouloir profiter un maximum de ça. Et je me rappelle avoir le réflexe de faire ça devant moi, en fait, de bouger mes mains. Alors je sentais le filet d'air courir entre mes doigts, mais je voyais pas mes mains. Tout était blanc autour de moi. J'avais toujours cette sensation d'être assis sur cette table d'opération, mais en fait, tout mon environnement était blanc. Au plus loin que je pouvais voir, en fait, tout était blanc. Donc tu voyais rien du tout autour de toi. Non, non, les personnages qui étaient avec moi jusque-là avaient complètement disparu. Enfin voilà, je voyais plus rien, sauf la seule chose, c'était que j'avais conscience d'être à l'hôpital, dans une salle d'opération, assis sur cette table, libéré de toutes mes douleurs et de mes souffrances, là, en fin de compte, qui me tenaient depuis 5 6 jours. Et là, immédiatement, en fin de compte, je me dis, tu vois blanc, t'as plus de douleur, t'es mort. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est tombé. Aussi cru que ça, en fait. C'est vraiment comme ça que je le Je ramène. vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Et t'as eu peur à ce moment-là? À aucun moment, ça m'a inquiété. D'accord. Et j'étais tellement, en fait, déjà dans une espèce de bonheur de plus souffrir que bah, c'est vraiment une libération que j'étais vraiment focalisé là-dessus. Et j'ai appréhendé ça comme ça, en fin de compte. Immédiatement après m'être dit ça, en fait, je sens ce que j'étais devenu. Je ne peux pas dire mon corps, mais je sentais vraiment que j'avais des bras, une tête. Bon, je voyais rien, mais je sens donc ce que j'étais devenu à ce moment-là. Faire des cercles. Donc à ce moment-là, je prends conscience que je suis mort et je sens ce que je suis devenu. euh, Faire des cercles, alors horizontaux, toujours à la même hauteur. Je ne tombe pas au sol ou je vais pas plus haut. Je reste vraiment au même niveau que la table. Mais je finis par ressortir de cette table en fait et de Donc tu te faire, déplaces. voilà, faire des cercles de plus en plus larges, assez rapides, hein, très rapides. De plus en plus large, jusqu'à, comme dans le studio par exemple, là, venir frôler le mur qu'il y avait sur ma droite, finir un tour encore complet, et du coup, le tour suivant, je passe dedans. Je ressors et après, je passe de l'autre côté. Et j'observe qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur. Une cuisine, enfin une salle de repos, en fin de compte, sur lequel est étalé des restes de dîner avec des bouteilles, des choses comme ça. Je me rappelle que c'était du poulet Gaston Gérard. Alors, ça n'a pas été vérifié et c'est dommage. Mais des détails très très précis en tout cas. Poulet Gaston Gérard, du vin de qualité. Et là, à ce moment-là, en fait, je me dis, ah, les médecins, en fait, savent se mettre bien, même sur leur lieu de travail. Je me fais cette réflexion-là, parce que voilà, c'était des boîtes traiteurs, tout ça. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Et après coup, j'ai réfléchi aussi pourquoi, parce que souvent dans les expériences de mort imminente, on est toujours amené à raconter un peu quelque chose comme ça. Tout de suite, j'ai été chercher une cuisine. Pourquoi? Parce que je me suis senti mieux et ça faisait 7 ou 8 jours que j'avais quasiment rien mangé. Hmm. Et donc j'ai traduit ça comme ça parce que euh, tout le long de mon expérience, je me suis demandé pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai vu ça, enfin voilà. Et là, sur la cuisine, je trouve ça complètement logique parce que sur certains témoignages, tu as des expérienceurs qui vont être amenés à te dire
Il y en a un qui a dit, par exemple, vous irez vérifier au quatrième étage, la cafetière, elle coule sur la prise, ça peut être dangereux. Et en fin de compte, en ayant parlé un peu avec, il me dit, moi, j'avais qu'une envie, c'était de boire un café. D'autres qui vont dire, ils ont vu leurs proches parce que, ben voilà, c'est comme ça, et ils ont eu envie tout de suite de... Donc là, dans les premiers temps de l'expérience, on reste quand même sur quelque chose d'assez, on va dire, terrestre. Enfin, D'accord. malgré que je ne sois pas allé ailleurs pendant mon Mhm. expérience, mais en tout cas, les occupations qu'on peut être amené à avoir dans l'immédiat, là, c'est un peu ça. Mais à ce moment-là, tu te poses pas encore toutes ces questions. T'es- Non, je les vis comme ça en fait. Mhm. Voilà, c'est après coup, en me posant ces fameuses questions de pourquoi tu as été voir s'il y avait une cuisine, pourquoi ci, pourquoi Mhm. ça. Voilà, c'est vraiment là des réflexions qui se font vraiment après. D'accord. Au moment là où je vis ça, je vis ça comme voilà, comme un bonheur incroyable. Je profite de ces capacités-là. Je me demande même pas comment ça se fait que je suis passé à travers le mur. Enfin voilà, il y a tout ça Mhm. aussi. C'est un souvenir qui était très compliqué pour moi à ramener, parce que je te laisse imaginer un instant que tu sois obligé en public de dire je suis passé à travers un mur, j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, et je suis revenu, et ci et ça. Et ça, par contre, ce petit détail-là m'a été confirmé 9 ans après. Je faisais des conférences, et dans la salle, au niveau des questions, il y a une infirmière qui se lève en fait pour poser des questions. Elle me dit, moi, j'ai pas de questions à poser. Mais je suis là juste pour vous dire, elle me courait après depuis un petit moment déjà, que je travaille dans le service dans lequel vous avez été accueilli. Et je vous confirme bien qu'il y a une cuisine là où vous l'avez indiqué. C'est incroyable. Alors j'avais les poils tout debout sur les bras, là ça me fait encore des frissons dans les jambes. Ça s'est vu d'ailleurs pendant la conférence, j'entendais plus rien, j'entendais plus personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, un souvenir qui est quand même pas anodin, je passe à travers un mur et là je vois une cuisine. Tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient dire, ben, en fait, c'est exact ce que vous êtes en train de raconter. Moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que au fond de moi, tout ce que je raconte, je sais que je l'ai vécu. Je sais, voilà. Maintenant, le prouver, parce qu'on a souvent besoin de preuves, on a souvent besoin de choses comme ça. Donc, ça fait du bien, ça, d'avoir ces témoignages-là. Mais 9 ans, je te Mhm. laisse imaginer passer 9 ans avec ce truc. Et je l'ai raconté plusieurs fois, à plusieurs occasions. J'ai jamais douté de ça. Mais dès que dans les salles, en fait, il y a quelqu'un qui était amené à douter, voilà, j'étais mal à l'aise parce que je ne pouvais pas le prouver. Et là, aujourd'hui, je suis bien campé sur mon truc et je sais que c'est réel, quoi. Quand tu dis on a besoin de preuves, c'est pas toi-même qu'en avais besoin, Non, c'est plutôt pour les autres. c'est les gens, oui, Mhm. oui, bien sûr. Parce que quand on raconte tout ça, je sais que j'apaise beaucoup de personnes par rapport à la crainte de la mort et tout ça. Enfin, on est tous un Mhm. peu concernés. Mais ce que je leur dis souvent, c'est que eux, ils resteront dans la croyance de ce que je leur ai dit. Moi, je suis pas dans la croyance de ce qui se passe de l'autre côté. Je sais pourquoi, parce que l'expérience a fait que j'ai pu. On pourrait te mettre sur une île déserte en fait et dire, ben, tu vas nous raconter un peu ce qu'il y a, les plantes et tout ça. Tu nous redessines les plantes, et tu reviens et tu nous racontes tout ça. On peut faire que te croire si on ne va Mhm. pas avec toi vérifier tout ça. Donc cette expérience-là, elle est aussi compliquée à, à transmettre parce que on n'a pas souvent non plus le bon mot pour expliquer les sensations Mhm. et les choses ressenties. Alors j'essaye d'être le plus simple possible aussi pour être sûr à 100% que ça soit bien compris, ou en tout cas comme moi je l'ai vécu. Mhm. Donc cette cuisine, voilà forcément, et en même temps, je récupère tout un tas de capacités. Enfin, je récupère, j'aime bien dire je récupère, c'est la première fois que je dis ça. C'est comme si on les a en tout cas perdus, là, incarnés. Mais toute cette compréhension du monde, tout ce bien-être, toutes ces choses-là, en fait, voilà, là, je peux me permettre de dire, je peux jouer avec ça. Et C'est-à-dire? euh, à ce moment-là, je suis amené encore à me poser des questions sur quelque chose de très précis. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question-là non plus. J'ai ma petite idée, mais voilà, comme je ne suis pas sûr de ça, je me demande à ce moment-là si le soleil brille au-dessus des pyramides au Mexique. Alors, on va dire, la personne vient de prendre conscience qu'elle est morte et tout ça. Enfin, tu m'as parlé de peur ou d'appréhension. Moi, je suis rentré vraiment dans ce truc-là et j'ai profité de tout ça. Et juste pour dire que à cette fameuse question-là, j'ai pas eu le temps de finir de me poser la question. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, il y a un temps quand même quand ça passe dans la tête.
Euh, j'ai eu tout de suite la réponse. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé immédiatement là-bas. Alors pendant longtemps, je ne sais pas où j'avais été, mais après avoir regardé tout un tas de documents, je me suis retrouvé à Teotihuacan, en fait sur la pyramide de la Lune. Et j'ai une image très précise en fait, comme un Superman, tu vois, qui arrive comme ça. Et donc je trace toute la cité comme ça et je vais m'asseoir sur l'angle le plus éloigné à gauche de cette fameuse pyramide. Je m'assois là comme ça. Je me rappelle comme d'une piste d'atterrissage noire. Et en fait, à Teotihuacan, tu as, une grande lignée. Ils appellent ça la route des morts, je crois, un truc comme ça. Et Teotihuacan, c'est la traduction, la cité où l'homme devient Dieu. Dieu, il faudra le traduire comme énergie, énergie universelle, hein. Il n'y a pas de dogme là-dedans. Et donc je m'assois là, et en fin de compte, en arrivant, tu sais, un petit peu comme si tu glissais voilà, sur un banc et que tu t'arrêtes vraiment au bord pour pas tomber. Je regarde au sol, il y avait une petite fleur jaune avec un papillon blanc dessus. Et il s'envole, en fait, à mon arrivée, j'imagine déplacer de l'air ou quelque chose qui le dérange. Mais ce qui me permet, en fait, de le suivre du regard. Donc il s'envole comme ça au-dessus de moi. Et je regarde au-dessus et je m'aperçois qu'en fin de compte, le soleil était bien en train de briller sur la pyramide. Ça avait répondu à ma question et ça m'a renvoyé directement dans ce fameux sas blanc. C'est comme ça que je le prends, du début, en fait, assis sur ma table d'opération, en fait, où tout était blanc et dans lequel j'étais voilà, bien installé. Et ce lieu au Mexique, tu le connaissais déjà? Non, alors je suis passionné des Mayas, tout ça, mais enfin, j'ai pas une grande culture, en tout cas de précision sur tout ça. Pour preuve, c'est que sur enfin, sur ce souvenir-là, j'étais perturbé par une chose qui peut paraître anodine, mais bon, j'étais assis comme ça, et donc en face de moi, il y avait des végétations. Et moi, je ramenais en fait une végétation comme tu vois, les arbres, les bouleaux, mais des plus petits, avec des feuilles vertes et tout ça. Et ça m'a posé problème parce que je me suis dit au Mexique, c'est plus des plantes grasses et des choses comme ça. Donc j'ai là, il y a déjà un problème dans ce que je ramène. Je suis, je suis jamais allé au Mexique, mais en fin de compte, maintenant que la technologie, tu peux te déplacer et aller voir un petit peu en image ce qui se passe. Et j'ai essayé de me placer un peu là où j'étais là-bas sur la pyramide. Et après, tu peux faire un 360 degrés pour voir un peu ce qui se passe. Et j'ai été surpris de voir mes petits arbres en fait avec les petites C'est feuilles. incroyable. Et là, ça m'a aussi pareil vraiment enfin perturbé, non, mais fait plaisir. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Et, euh, et donc pour dire que voilà, au niveau de la culture et tout ça, moi, pour moi, le Mexique, c'était des plantes grasses, des cactus, des choses comme ça. Donc j'avais déjà un souci en fait dans mon souvenir en disant mais c'est pas les bonnes plantes, c'est pas enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que j'avais des difficultés avec cette expérience-là. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très, on va dire, terre à terre, quoi. Toutes ces choses-là, moi, pour moi, ça n'existait pas. Enfin, le fait de pouvoir, voilà, simplement même sortir de son corps et faire des voyages, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ce que je venais de vivre. Mais le souci, c'est que c'est vraiment en nous. Enfin, je peux dire en nous, tous les expérienceurs vont pouvoir confirmer ça. Donc il y a des choses qui se sont passées, on sait qu'elles se sont passées, mais maintenant les expliquer, les intégrer, c'est un peu compliqué. Et donc ce petit voyage-là, et je sais pas, enfin je sais pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi fleur jaune, pourquoi papillon, pourquoi, voilà. Mais c'est comme ça que ça s'est déroulé, et c'est enfin, aussi simple que je le ramène comme ça. D'accord. Euh, voilà, enfin, Et ensuite, donc, tu es revenu dans cet espace blanc du début. ouais. Et là, ça s'est pas encore terminé. Non, justement, c'était presque à la limite le début d'une expérience de mort imminente, on va dire basique, parce que quand je suis revenu dans ce fameux sas blanc, j'étais plus seul là par contre, donc un autre personnage était présent. Et donc c'était mon grand-père paternel, qui est décédé en 1984, qui m'attendait pour m'accueillir en fait. Et m'expliquer quoi. Donc du coup, moi, une joie incroyable de le revoir. Enfin voilà, c'est vraiment comme ouais, tu peux être amené à croiser quelqu'un dans la rue, ta famille, t'as pas vu depuis longtemps. Enfin, c'est vraiment, tiens, on va boire un coup. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc déjà, j'étais pétillant en fait de le revoir et ça me faisait plaisir. Et lui m'a calmé dans le sens en me disant, voilà, je,
je vois bien que tu t'amuses, là, tu profites en fait. Et j'étais vraiment dans le profit de tout ce qu'on pouvait t'amener à faire et qu'on ne peut pas faire là maintenant. Mais il me dit, t'es vraiment pas là pour ça. Et il faut que tu retournes. Et là, à ce moment-là, je dis non, là, écoute, t'es bien gentil, mais moi je reste ici en fin de compte, j'y suis bien. Et voilà quoi, c'est comme ça. Donc quelque part, il a été contraint de faire quelque chose, c'est-à-dire que dans ce fameux sas blanc où on était tous les deux, on s'est retrouvés beaucoup plus. Là, tu peux imaginer en fait que je suis assis, donc lui était sur ma gauche, une table devant moi, assez grande, et de l'autre côté de la table, alors là encore une joie supplémentaire, je retrouve eh ben, tout un tas de gens de ma famille, de connaissances en fait, défuntes. Et c'est un petit peu comme une cousinade, quoi. C'est vraiment, tu retrouves tout le monde, c'est un plaisir incroyable. Voilà, donc ça se matérialise comme ça. Tu les retrouves tels qu'ils étaient quand ils sont décédés? Alors, tels qu'ils étaient, oui et non, en fin de compte, il faut comprendre que souvent, on appelle ça un défunt, une entité, va se présenter sous son meilleur profil. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très coquets, donc même s'ils sont décédés à l'âge de 90 ans, 95 ans, il ne se montrera pas forcément comme ça. J'ai eu l'exemple voilà, d'une jeune femme de 18 ans, alors qu'en fin de compte, voilà. Mon grand-père, c'est pareil. Il est mort, il avait 59 ans à peu près, je crois, 60, si je m'abuse. Donc très fatigué par un cancer du poumon et tout ça. Mais moi, quand je le vois ou quand il se présente, il a 18 ans. Voilà, les cheveux gominés, enfin voilà. Et C'est tu le vraiment reconnais quand même, hein, malgré tout. complètement parce que ce que j'expliquais, c'est que alors l'image qu'on peut être amené à nous montrer, ça peut être simplement une montre, une bague. On va reconnaître aussi tout de suite la personne. Mais simplement, dès que tu es en présence de ces fameuses énergies, tu les reconnais tout de suite et tu communiques déjà avec elles sans même parler, sans même écouter, sans même voir. Enfin voilà, c'est un peu particulier comme sensation. Mais on sait, ça c'est clair que voilà, qui on a en face. L'image, elle n'est pas forcément importante, elle va venir en deuxième ou troisième plan, mais c'est vraiment, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de ça pour reconnaître la personne à qui on a affaire, quoi. C'est vraiment, ça c'est vraiment important. Et donc du coup, sur cette table, avec tout ce chapelet de personnes que je retrouve avec bonheur, il y en a une grande partie que je vois comme je pourrais te voir, c'est-à-dire, enfin, physiquement, je les reconnais aussi, enfin voilà. Il y en a toute une partie qui est un peu moins, c'est un peu plus subtil en fin de compte, mais je sens la présence d'hommes ou de femmes, ça c'est clair. Je connais leurs prénoms, je connais, et ça, j'ai traduit ça, en fait, c'est des ancêtres, des grands-oncles, des grandes-tantes que j'ai pas forcément, et qui m'ont pas forcément connu, enfin de leur vivant, mais je sais que c'était les miens, enfin voilà. Et il n'y avait pas de personnes en fait étrangères à ce que je pouvais être, ou ma famille, ou mon cercle de connaissances. Mais leur image en fait était beaucoup plus, enfin moins précise. Et j'ai pas vraiment cherché jusqu'à aujourd'hui à savoir réellement qui c'était, même voir des images d'eux. Parce que du coup, l'expérience que j'ai eue avec m'a suffi et j'ai pas le besoin d'aller chercher plus loin tout ça, quoi. Mais donc, cette fameuse table, et là, en fait, se trouve devant moi un livre. C'est comme ça vraiment que je le ramène. Souvent, on va être amené à dire c'était un écran de cinéma ou quoi. Moi, c'était un livre. Donc, de ma naissance jusqu'en 2009. Donc, j'ouvre ce livre et chaque page, c'est, tu peux découper un millième de seconde de ta vie, de tout ce que tu as pu t'amener à faire, à penser, à vivre. Et ce qui était assez curieux, c'est sur chaque page, en fait, il y avait une ligne. Et cette ligne-là, en fait, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Et on me montrait ce que j'en ai fait. C'est-à-dire si j'étais resté sur la ligne ou si je m'en suis éloigné. Hmm. Et donc, je passe les pages, voilà. Tu peux te rappeler de la première dent de lait que tu as perdue, donc de la souffrance qu'il y a eu derrière et tout ça. Enfin voilà, tout ça, tu le revis en fait à une vitesse incroyable, oui, mais en fin de compte, de l'autre côté, le temps, c'est pas qu'il n'existe pas, mais il est perçu différemment. Donc du coup, voilà, on remonte tout ça. Euh, et je passe là sur mon adolescence. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, le programme est disponible en lien sous cette vidéo.